Bonjour à tous et toutes, ou bonjour à toutes et tous. Puisqu'on est sur les questions d'égalité et d'inégalité, l'enjeu de l'ordre est important, et donc je vous laisse le choix. Depuis près de 2 ans, l'omerta sur le harcèlement et les agressions sexuelles que subissent les femmes au travail a été levée. Le mouvement Balance ton port, dans la lignée de MeToo, lancé en octobre 2017, a conduit des femmes à dénoncer publiquement ces comportements. Alors c'est évidemment un sujet essentiel, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a libéré une autre parole qui concerne celle-là, l'égalité, les inégalités entre femmes et hommes au travail. Cette parole existait, mais elle est encore plus audible et présente aujourd'hui. L'appel à la grève, le 8 mars à 15h40, symbolise ce sujet. Pourquoi 15h40 ? Parce que c'est le pourcentage en fait, de différence de salaire entre hommes et femmes. Alors, on reviendra sur ce sujet notamment parce que les chiffres, vous le savez, peuvent être très divers et il faut toujours les expliciter, il faut toujours préciser ce dont on parle. Pour évoquer cette question de l'égalité salariale, non pas l'égalité salariale, l'égalité entre femmes et hommes au travail, on va voir que justement cette dimension salariale n'est pas la seule. Nous avons un très beau plateau, je dois dire, avec Hélène Périvier, économiste à l'OFCE Sciences Po, directrice du programme en études de genre de Sciences Po, Anne Boring, professeur à Erasmus Université Rotterdam et associé à Sciences Po. Thomas Breda, qui est professeur à Paris School of Economics et chargé de recherche au CNRS. Et enfin Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle. Mais avant de commencer à débattre, je vous propose d'écouter la vision qu'a du sujet un étudiant en sciences économiques qui s'appelle Florent Gabaud. À vous, Florent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florent Gabaud, étudiant en L3 économie à Paris 1. Et pour présenter ce sujet qui est souvent compliqué à traiter, qui peut amener de fortes idées, de vives contradictions pour des incompréhensions d'un parti à l'autre, j'ai choisi d'aborder la question d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate quand même que sur les inégalités hommes-femmes, si on prend plusieurs secteurs d'activité, plusieurs critères, il y a un écart de 25% en moyenne de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui, qui est un écart vraiment très consistant. Mais la question est comment sont mesurés ces écarts et à quoi ils sont dus. Donc là, on peut remarquer qu'au fil du temps, plus les personnes vieillissent, plus ces écarts augmentent et qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Alors si la première chose qui est faite, c'est qu'on va prendre des critères traditionnels pour mesurer ces différences de revenus. Ça peut être par exemple l'expérience, le niveau d'éducation, le niveau de responsabilité ou encore le type de contrat de travail dont disposent ces agents. Et on remarque que si on prend toutes ces caractéristiques, toutes choses égales par ailleurs, on se retrouve avec un écart entre une femme et un homme qui ont exactement les mêmes caractéristiques de ce point de vue-là, avec des écarts d'environ 7%, 9% de rémunération. Et on ne peut pas expliquer d'où vient cet écart à proprement parler. Donc là, certaines études vont dans le sens il faut prendre certaines caractéristiques non cognitives, comme l'aversion au risque, les traits de personnalité, qui peuvent définir vers quelle profession vont choisir les femmes et les hommes, car une certaine idée peut dire que les femmes et les hommes choisissent des secteurs d'activité différents et que ainsi les hommes ont tendance à aller vers les secteurs plus rémunérateurs. Et il y a aussi une explication plus sociologique où chaque personne, la société nous force à nous voir à une place nous est attribuée et on va se diriger vers cette place qu'on estime être la nôtre. Donc est-ce que ces réalités sont vraies? Est-ce que ces idées sont vraies? Est-ce qu'on peut vraiment considérer que chaque personne a une place? Est-ce qu'on peut casser ces a priori s'ils s'avèrent véridiques? C'est ce que je pense nous allons essayer de voir aujourd'hui avec nos invités. Et merci de m'avoir écouté.
Merci, Florent Gabot. Alors, 9%, 25%, Monsieur Gabot a commencé à évoquer le sujet. Hélène Périvier, c'est quoi tous ces chiffres? Comment on peut s'en sortir? Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis ravie de venir parler devant ce public large et jeune des inégalités salariales. Enfin, ravie, je préférais parler d'égalité, mais bon, pour parler d'égalité, on va commencer par parler des inégalités pour mieux les comprendre et, in fine, mieux les combattre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres qu'on entend sur les inégalités salariales. Très souvent, dans les médias, on entend à travail égal, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes. Évidemment, c'est faux. Vous imaginez bien que si c'était le cas, les femmes seraient dans la rue, j'espère, ce serait absolument insupportable pour elles. Ce 25%, c'est bien sûr dans le secteur privé, lorsqu'on prend les salaires moyens des hommes et les salaires moyens des femmes, on obtient ce 25%. Maintenant, si on regarde le taux de salaire entre les femmes et les hommes, donc on regarde juste le taux de salaire horaire, là, on va avoir un écart beaucoup plus faible, qui est plutôt de l'ordre de 19%. Et puis le fameux 9%, je vais le réexpliquer un petit peu, c'est, on pourrait dire, un écart inexpliqué, un écart toutes choses égales par ailleurs. Là, on est un peu plus proche de cette idée à travail égal, salaire inégal. Hein. Donc, c'est important de bien garder ça en tête. Alors, si on repart de nos 25%, d'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes. Comment on peut l'expliquer? Parce qu'en fait, quand même, les travaux des économistes nombreux ont essayé de comprendre, d'analyser, de décortiquer comment on en arrive à une situation comme celle-ci. Alors, d'abord, il y a l'effet du temps de travail. Les femmes sont beaucoup plus à temps partiel que les hommes. Hein, donc 30% des femmes salariées sont à temps partiel, contre 6% des hommes. Ou une autre façon de le dire, 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Ben, quand on travaille à temps partiel, ben, on est moins bien payé que quand on travaille à temps plein. Et ça explique à peu près 40% de ces 25% d'écart de salaire. Donc on voit que quand on veut parler d'égalité salariale, la question du temps de travail, de la division sexuée du travail dans nos sociétés, elle est absolument centrale. Division sexuée du travail, vous voulez dire que les femmes s'arrêtent plus souvent de travailler quand elles ont des enfants, par exemple, plutôt que les hommes? Par exemple, c'est vrai que les charges de famille vont peser sur le temps de travail des femmes. Ce sont les femmes qui articulent leur vie familiale et leur vie professionnelle, ce ne sont pas les hommes. Et donc, elles consacrent plus de temps à la famille, donc moins de temps à leur emploi. Donc, ça a un effet non seulement visible sur les salaires directement, mais aussi en termes de dynamique. On n'a pas la même carrière quand on est à temps partiel, on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas la même dynamique, on n'a potentiellement pas le même investissement non plus. Donc, vous voyez que ça implique des choses qui sont extrêmement profondes en matière d'inégalité salariale. Ça me semble être un enjeu absolument majeur qui est, in fine, pas du tout traité lorsque l'on parle d'égalité salariale dans les politiques publiques. On se contente tout à fait de cette idée que les femmes sont à temps partiel et que finalement, c'est pas si mal. C'est un choix. C'est un choix pour raison familiale, etc. Mais en fait, ça n'est qu'une reconduction de la division sexuée des rôles qui, in fine, se retrouve dans les salaires. 40% de l'écart de salaire est dû à ce temps partiel. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que ça comme facteur explicatif, il y a aussi ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Les femmes sont surreprésentées dans certains métiers et les hommes dans d'autres. Alors, les femmes, c'est assez évident, ça va être le secteur du social, du soin à la personne, les services à la personne, il y a énormément de femmes. L'infirmière et le médecin. Alors, après, dans les services, il y a en plus une hiérarchie, c'est-à-dire que les femmes sont surreprésentées plutôt dans les métiers moins qualifiés. D'ailleurs, de façon générale, elles sont plus nombreuses dans les bas salaires. Donc, évidemment, sur cet écart moyen, ça va jouer beaucoup. Et les hommes, eux, sont surreprésentés dans des secteurs qui sont plus liés à l'industrie, à l'ingénierie, et y compris à niveau de qualification égale. Les métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont moins valorisés dans nos sociétés, et particulièrement en France, d'ailleurs. Et là, je voudrais faire référence aux travaux de Rachel Silveira et Séverine Lemierre, hein, qui ont montré que les grilles de salaire sont extrêmement genrées, au sens où elles ont été construites à une époque où on avait une vision de la qualification nécessaire pour un métier qui était très genrée, de la pénibilité du travail. Hein. Par exemple, on peut considérer, on a longtemps considéré que être soignante, ce n'était pas un métier pénible, alors qu'être manutentionnaire, ça l'était. Eh bien non, quand on regarde le métier, être soignante, on porte des charges lourdes, des charges physiques, des charges affectives, et donc c'est un métier aussi extrêmement pénible, et ça n'est pas nécessairement traduit dans les salaires. Donc il y a toute une réflexion très structurelle à avoir sur la valeur que l'on donne aux différents emplois. C'est pour ça qu'on peut parler à salaire égal, à travail de valeur égale. C'est un tout petit peu plus précis, ce qui permet de tenir compte de cette ségrégation des métiers. On reviendra avec
Anne Boring, sur les enjeux du pourquoi, comment on arrive à cette ségrégation. Il y a aussi un concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le concept du plafond de verre. C'est quoi le plafond de verre? Alors, c'était le facteur suivant que j'allais développer. Donc, une fois qu'on a regardé la ségrégation professionnelle, il y a aussi une ségrégation verticale, c'est-à-dire que les femmes sont sous-représentées dans les postes à direction. Évidemment, quand on a une proportion de femmes plus faible dans les postes à direction, ça va peser sur l'écart de salaire. Bien sûr, ça en explique une partie non négligeable. Et ça c'est dû à des dynamiques de carrière moins avantageuses pour les femmes, notamment pour les raisons familiales, mais pas seulement. Je voudrais citer les travaux de Sophie Pontieux, Dominique Meurs et Ariane Paillet, qui ont montré que, y compris des femmes qui restaient très investies dans leur carrière, qui n'interrompaient pas leur carrière quand elles avaient des enfants, à la fin, quand on compare leur salaire au salaire des hommes, il y a un écart qui est certes plus faible qu'avec l'ensemble des femmes, mais qui, lui, est quasiment pas expliqué par ce qu'on appelle des caractéristiques observables. Ce qui veut dire que c'est juste sur elle a toujours pesé ce soupçon de moins investissement dans la carrière parce qu'on appartient à la catégorie femme. Et donc ça, c'est très important parce qu'on voit que la division sexuée des rôles dans nos sociétés, elle implique ce que les économistes appellent des externalités négatives sur l'ensemble des femmes, donc, y compris des femmes qui se comporteraient comme des hommes, entre guillemets, ou qui n'auraient pas envie d'avoir d'enfants, par exemple, mais elles auraient quand même toujours sur elles ce fait qu'elles appartiennent à la catégorie de celles qui interrompent le plus souvent leur carrière, et de fait, elles ne sont pas perçues dans le monde du travail comme étant aussi fiables que les hommes. Et ça c'est aussi un élément extrêmement important à prendre en compte. Et peut-être aussi un autre élément, et moi, qui suis journaliste, je reviens sur l'actualité, donc peut-être pas avec la même rigueur que des économistes et scientifiques. Vous avez sans doute entendu parler des Boys Club, avec la Ligue du LOL notamment, et il y a sans doute aussi un autre élément plus sociologique de jante masculine, de solidarité masculine, qui n'ouvre pas le cercle à des femmes. Alors, pour comprendre le plafond de verre, c'est vrai qu'il y a quelques travaux d'économistes assez intéressants, alors pas pour le cas de la France, mais pour les pays anglo-saxons. Il y a le fait d'accéder à une promotion peut aussi être dû à être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Or, ces endroits-là, ils sont très sexués. Les femmes, elles ne sont pas dans les clubs d'hommes. Il y a des travaux qui ont montré, par exemple, à Singapour, que quand on fait partie des clubs de golf, on a une probabilité, toutes choses égales par ailleurs, d'être promu plus facilement ou d'accéder à des boards de décision plus facilement. Et bien ça, c'est juste parce qu'on se parle entre soi, on se dit, il y a une place qui se libère, ah ben oui, ça pourrait être pour toi. Et de fait, et ça marche aussi pour les femmes, ils ont montré que quand une femme faisait partie du club de golf, elle avait une probabilité plus forte d'être promue ou d'entrer dans ces postes à responsabilité ou dans ces sièges dans les conseils d'administration. Et donc ça, on voit bien que cet effet club ou cet effet qui est un petit peu, j'allais dire, difficile à percevoir, il joue aussi et ce n'est pas des choses qui sont faciles à contrer. Donc le manque de mixité dans nos sociétés, c'est aussi un facteur d'explication in fine de ces inégalités salariales. Alors, merci beaucoup. Parmi les sujets que vous avez évoqués, vous avez parlé de division sexuée du travail, vous avez parlé de qualification. Comment est-ce qu'on arrive, en fait, comment est-ce que s'est construit ce système, Anne Boring? Alors c'est l'accumulation en fait de plusieurs facteurs. Donc Hélène en a évoqué quelques-uns justement qui sont aussi liés à la maternité. La maternité est vraiment l'un des facteurs les plus connus comme étant l'une des causes des inégalités salariales. Sachant, je vous interromps juste, qu'un congé maternité c'est 4 mois dans une vie professionnelle. Oui, mais par contre en termes de chute salariale et de décrochage dans les trajectoires de carrière, l'impact continue à rester très important. Il y a de nombreuses études en Europe et en Amérique du Nord qui le montrent. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est comment ces inégalités se créent dès l'entrée sur le marché du travail. Et c'est quelque chose que l'on voit où des études menées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche montrent que lorsque les étudiants arrivent sur leur premier emploi, immédiatement on observe des inégalités salariales. Alors elles varient entre 5 et 12%, ça dépend des disciplines. Mais, même quand on est ingénieur, parce que les entreprises de l'industrie ont un vrai problème de féminisation et les femmes ingénieures sont plutôt prisées. Oui, alors donc il y a deux éléments qui jouent. Alors j'ai préparé un graphique justement pour montrer que d'une part, les femmes ont tendance à choisir de se spécialiser dans des filières de master qui mènent aux métiers les moins rémunérateurs, mais par ailleurs, au sein de chaque filière, les femmes obtiennent des salaires inférieurs dès leur entrée sur le marché du travail. Donc,
il y a en gros moins de 20% de femmes parmi les étudiants en ingénieur, informatique, mathématiques, les métiers les plus porteurs sur le marché du travail. Et au sein de ces métiers-là, les femmes gagnent moins dès leur entrée. Et des travaux menés par Louis-Alexandre Herbe ont tendance à montrer aussi que l'une des raisons qui permet d'expliquer cela provient du fait que les filles ou les femmes ont tendance à choisir des domaines de spécialisation au sein de chaque filière de master qui sont les moins rémunérés. Alors par exemple en économie, c'est là où on observe, en sciences économiques, c'est là où on observe un écart de salaire très important dès 18 mois après l'entrée sur le marché du travail. Et l'une des raisons, c'est que les garçons vont aller en finance ou en banque, monnaie, assurance, et les filles elles vont plutôt choisir des filières type marketing, ressources humaines. Et les métiers, plus les métiers se féminisent, plus ces métiers-là ont tendance à avoir des salaires inférieurs. La profession de journaliste se féminise, je vous le dis. Hein. Voilà, et les salaires sont tirés à la baisse. Alors, c'est pas tout à fait établi si la causalité va plus de féminisation mène à plus des salaires plus faibles ou des salaires plus faibles mènent à plus de féminisation. Mais en tout cas, la dynamique est très claire. Et donc, sur ce graphique, ce que vous voyez, c'est justement sur l'axe des abscisses, le pourcentage de femmes dans chaque discipline de master, et sur l'axe des ordonnées, la rémunération moyenne à la sortie lors du premier emploi en gros. Ce qu'on constate aussi, c'est que les étudiantes, lorsqu'elles obtiennent leur premier emploi, c'est souvent un emploi qui est, donc j'ai dit, moins bien rémunéré, mais aussi plus souvent des emplois de catégorie employée, moins souvent des catégories cadres, plus souvent aussi des CDD que des CDI. Donc dès l'entrée sur le marché du travail, on observe ces inégalités qui se forment et qui font qu'elles ne feront que s'aggraver au fur et à mesure de la carrière. Est-ce que vos statistiques sont sur des photographies annuelles? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui continue à être dans la même... Enfin, est-ce que ça évolue un peu ou pas du tout, en fait Alors ça a arrêté d'évoluer et c'est ça qui est assez intéressant. Donc si on regarde la féminisation des masters en sciences ou des filières en sciences, et c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique du Nord, en gros il y a eu des progrès jusqu'aux années 2000 et là on a atteint une espèce de plateau et si on prend les pourcentages de femmes admises dans les grandes écoles d'ingénieurs, on reste en dessous de 20% et il n'y a pas vraiment d'amélioration notable. Ce qui est assez surprenant vu les efforts qui ont pu être menés dans le passé pour tenter justement d'amener plus d'étudiantes vers les domaines scientifiques. Donc clairement, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Thomas pourra peut-être parler aussi d'une expérience sur des rôles modèles menés dans les lycées, mais clairement, il se passe beaucoup de choses dans l'orientation en lycée qui fait que, en fait, les filles, une fois qu'elles arrivent au bac, elles ont pris moins souvent, par exemple, l'option mathématiques en terminale S, etc., etc. Et donc ces choix, en fait, se forment très tôt. On peut noter des travaux de sociologues portant sur le facteur parental. Alors par exemple, je caricature, mais il reste quand même cette idée qu'un garçon doit plutôt aller vers des métiers scientifiques. Alors on se détend un petit peu là-dessus, mais ça reste quand même assez vrai. Et c'est vrai que les parents, lorsque leur fils leur dit qu'il aimerait bien peut-être aller en humanité ou en études littéraires, les parents vont peut-être pousser un petit peu plus pour qu'il aille en matière scientifique. Par contre, sur leur fille, la pression va beaucoup moins se faire. C'est un peu, tant que tu fais des études supérieures, dans les domaines littéraires, il n'y a aucun problème. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout le monde doit aller dans les matières scientifiques, mais il faut bien se rendre compte de l'impact que les études auront, le choix d'études auront sur le marché du travail. Et donc, c'est vrai que même lorsque l'on mesure les inégalités salariales, généralement, on tient en compte le type d'études dans lequel les étudiants et les étudiantes là où ils sont allés. Et ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, même cet écart salarial de 25%, quelque part, est faux, ou 9%, il est faux. C'est-à-dire que des filles qui auraient très bien pu avoir des carrières d'ingénieurs et avoir des rémunérations très élevées, du coup, elles sont comptées dans d'autres catégories parce qu'elles ont fait d'autres choix d'études. Donc, quelque part, on sous-estime aussi le salaire auquel elles auraient pu prétendre. Donc, cette mesure des inégalités est intéressante en elle-même. Et donc, le 9%, même ça n'est pas un chiffre vraiment très révélateur de la part inexpliquée des inégalités. Merci beaucoup. Peut-être, avant de passer la parole à Brigitte Grésy, Thomas Breda, vous pouvez nous dire un mot donc, de cette expérience en lycée ? Sur les rôles modèles.
Oui, bien sûr. C'est une expérience, c'est un programme de la Fondation L'Oréal qui envoie des jeunes femmes scientifiques intervenir auprès de lycéens et lycéennes dans des classes. Et donc on a évalué si ça marche, pour le dire, c'est-à-dire dans quelle mesure une visite d'1 heure d'une jeune femme scientifique aide à changer les représentations qu'ont les étudiantes et les étudiants des sciences, de la place des femmes parmi les sciences, et est-ce qu'aussi ça incite les jeunes garçons ou les jeunes filles à aller faire des sciences. Et on voit globalement qu'il y a des effets positifs, c'est-à-dire qu'une expérience comme ça aide à aller lever un certain nombre de stéréotypes, de représentations erronées sur ce que sont les sciences et ce que serait la place des femmes au sein des sciences, et va pousser une fraction non négligeable. Quelques vocations voilà, quelques quand même. Vocations. Une fille toutes les 2 classes change d'orientation pour faire des sciences. D'accord. Merci beaucoup de ces précisions. Brigitte Grésy, alors on a vu qu'il y avait des inégalités, enfin on le savait, mais on a identifié, on a essayé de les mesurer, on a essayé de comprendre d'où elles proviennent, on a compris que les inégalités, ça se construit. Et alors, comment construire l'égalité? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur... En France, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été prises pour essayer de régler ce problème d'inégalité professionnelle. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, moi j'occupe une position très claire de praticienne de l'égalité. C'est-à-dire, je m'occupe des politiques publiques, je suis à l'Assemblée nationale derrière les ministres pour passer les amendements, etc. C'est-à-dire que je ne suis pas une économiste. Je suis une praticienne de l'égalité, c'est-à-dire j'essaye de comprendre ce que disent les économistes, parfois on y arrive, parfois c'est très difficile, et puis de transcrire ça dans des politiques publiques. Donc c'est pas facile. Et très clairement, depuis la loi de 72 sur l'égalité de rémunération, on peut dire que c'est la loi fondatrice, la loi de 72. Oui, absolument, mais on est passé d'une logique, je dirais, de contentieux individuel discriminatoire à une logique de dialogue social. Et la construction juridique du droit de l'égalité professionnelle s'est faite vraiment à partir du droit de l'Union européenne. Et c'est ça qui est intéressant. Alors moi, j'aime bien dire qu'il y a à peu près 5 strates dans les avancées en matière d'égalité professionnelle. Et ces 5 strates, à chaque fois, on en a rajouté une couche, si je puis dire, parce que ça ne marchait pas. Autrement dit, on est... Et ça, c'est intéressant, dans des logiques d'acteurs. Les politiques publiques, elles sont dans des logiques d'acteurs. Comment je vais faire pour faire mouvoir tel type d'acteurs? Et en gros, c'est les entreprises. À l'intérieur des entreprises, les partenaires sociaux. C'est-à-dire la direction de l'entreprise et les représentants des salariés, voilà, qui sont en général des syndicats. La plupart du temps, donc les partenaires sociaux. Et puis, éventuellement aujourd'hui, les réseaux de femmes, mais ça a moins ce statut-là. Et puis, comment l'État, les politiques publiques peuvent actionner de façon soit à accompagner, à convaincre, soit à sanctionner, à contraindre. Donc, soit on convainc, soit on contraint. Alors, au début, c'est une logique de confiance dans les acteurs. En 83, la fameuse loi Roudy qui dit « vous devez négocier sur l'égalité professionnelle », c'est une logique de confiance. Vous allez négocier. Et ce qui est très intéressant dès le départ, c'est que c'est non seulement une logique de confiance, mais c'est une logique d'approche systémique de l'égalité. Oui, il y a l'écart de rémunération, c'est en quelque sorte la résultante de toutes les inégalités. Mais si vous voulez vraiment travailler sur les égalités en entreprise, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, il y a plein de domaines. Et ces domaines-là font système. Et aujourd'hui, on arrive à un certain nombre de domaines. C'est par exemple l'embauche, la promotion, l'accès à la formation, les conditions de travail, l'articulation des temps de vie, la qualification des emplois, les classifications, les écarts de rémunération, la santé et la sécurité au travail. Et puis, aujourd'hui, on a rajouté dans les écarts de rémunération en fonction du déroulement de carrière, de l'âge et de la qualification. Donc, on a là des indicateurs. Alors, en 83, on est très content, on a fait ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les acteurs ne s'emparent pas. En 2002, un tour de vis, on va rendre cette négociation obligatoire, mais on ne met pas de sanction. 20 ans après, donc. Ça ne marche pas. Et pourtant, très clairement, on passe d'une logique de protection des femmes, par exemple l'interdiction du travail des nuits des femmes avant, à une logique d'égalité avec des mesures d'action positive. Donc on a les outils, ça ne marche pas. En 2006, on se dit, bon, l'égalité professionnelle, tous indicateurs confondus, ça ne marche pas.
on va prendre les entreprises et les acteurs sociaux par le biais de l'égalité de rémunération. Or, comme tous les ans, les entreprises doivent négocier sur les salaires, et ça, je peux vous dire que la négociation sur les salaires, ça, c'est quelque chose qu'on ne bypasse pas, hein, c'est vraiment essentiel, eh bien, hop, je vais obliger les entreprises à faire une partie égalité salariale dans la NAO, la négociation annuelle obligatoire. Et on s'est dit, là, franchement, ils vont bien être obligés de faire. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et donc, 4e strate, c'est dans les années 2010, c'est avec la loi retraite, puis ensuite les décrets, on s'est dit, bon, ben d'accord. Donc, il y a 2 outils qu'on va utiliser. C'est la sanction, et la sanction a été établie en 2010, mais mise en place en 2012, et c'est la transparence. Et donc la sanction, ça va jusqu'à, si une entreprise ne fait pas un accord égalité ou à tout le moins un plan unilatéral de l'employeur sur les indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, eh bien, la sanction peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Et puis, on a établi une transparence avec une synthèse, etc. mais pas de name and shame. Non. C'est-à-dire, non. Parce que le gouvernement, l'État, ne communique pas sur les entreprises qui doivent payer l'amende. Alors, on est d'accord ou pas? Tout à fait. Simplement, donc, pour être bien clair dans l'historique, donc on a eu à partir de 2012 cette sanction. Et on s'est rendu compte très vite qu'effectivement, certes, il y avait beaucoup plus de mises en demeure, c'était des mises en demeure de 6 mois, puis des pénalités, mais que celles qui étaient pénalisées, c'était à 80% des PME. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes, les grandes entreprises, elles arrivaient à jouer avec les chiffres parce qu'elles ont plein de services financiers, etc., qui les aident à répondre à la loi. Et c'était surtout les PME, d'où la décision du gouvernement de ne pas rendre officielles ces pénalités. Mais ça ne marche pas très bien, parce qu'on arrive à 40%, d'accord, encore 45%. Donc, dernier strate, et c'est peut-être là le sujet qui va démarrer là maintenant, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec l'idée que, bon, puisque cette obligation de moyens sur l'ensemble des indicateurs, on ne devait en prendre que 4, etc., peu importe, ne fonctionne pas très bien, eh bien on va faire une obligation de résultat sur un certain nombre d'indicateurs fixés à l'avance, et là, on va voir si ça marche. Et je laisse le suspense. Avant de voir le détail de ce fameux index, puisque ça s'appelle l'index d'égalité professionnelle, c'est ça le nom officiel? D'égalité salariale. Thomas Breda, bon, nous, on a accumulé les lois, pas forcément avec des résultats super. À l'étranger, on a des exemples, on sait comment ils font, et est-ce qu'ils font? Oui, on a quelques... Bonjour à tous, hein, j'en profite pour vous saluer. On a un peu de recul, pas complètement, mais ce que fait la France là maintenant, donc c'est vraiment passer d'une obligation négociée à une obligation d'avoir un résultat. Hein. Donc maintenant, il y aura des sanctions, il devrait y avoir des sanctions pour les entreprises si elles ne parviennent pas à réduire leurs écarts de salaire entre hommes et femmes. La question étant, quels écarts de salaire? Je crois que c'est la question centrale. Sur quoi on doit mettre des obligations de résultat? Alors, il y a une expérience, je pense, qui peut introduire la discussion qu'on va sans doute avoir ensuite sur l'index, qui est assez intéressante, celle de la Suisse, qui a demandé aux entreprises, celles qui voulaient avoir des marchés publics, c'est-à-dire qui voulaient être le sous-traitant de l'État suisse pour des missions et avoir des fonds de la Suisse. Donc, ça intéresse beaucoup d'entreprises. Celles-ci devaient prouver qu'elles avaient des écarts de salaire hommes-femmes suffisamment faibles. Et alors, pour calculer ces écarts de salaire, il y avait une méthode. La méthode, elle consiste à dire on va calculer des écarts de salaire à diplôme égal, c'est-à-dire parmi des femmes et des hommes qui ont le même niveau de diplôme, qui ont le même âge, qui ont la même ancienneté dans leur entreprise. Et il y avait 2 critères en plus, c'est le niveau d'encadrement, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont au même niveau d'encadrement, au même niveau hiérarchique dans l'entreprise, et un autre critère que l'employeur devait ajuster salarié par salarié, c'est la complexité des tâches réalisées. Donc on disait, voilà, on devait pour avoir un grand tableau pour chaque salarié, le niveau de diplôme, l'âge, l'ancienneté, bon ça c'est assez objectif, et puis après il fallait dire, est-ce que Madame X, elle a ce niveau-là d'encadrement ou plutôt pas, et est-ce que Monsieur Y, lui, il fait des tâches compliquées ou pas? Alors les Suisses ont fait ça, et il reste, une fois qu'on a contrôlé de ces variables, qu'on prend des gens qui ont exactement toutes les mêmes variables, on a un écart résiduel entre les hommes et les femmes, et
Ça a marché, c'est-à-dire que les Suisses ont résorbé cet écart-là. En combien de temps? Je ne me souviens plus, assez rapidement, en quelques années, je crois, 3-4 ans. Alors ils l'ont résorbé, c'est beaucoup trop fort, je vais trop vite. Ils l'ont réduit un peu. Ça a un peu marché. Je ne me souviens plus exactement, mais l'écart a dû baisser de peut-être 20-30%. Mais le grand paradoxe, c'est qu'il y avait aussi un écart brut, c'est-à-dire quand on prend juste la moyenne des femmes et la moyenne des hommes et on fait la différence entre les deux, quand on contrôle de rien du tout. Et l'écart brut en Suisse, il est gigantesque, c'est de l'ordre de 20%. En salaire horaire, ça fait partie des écarts les plus élevés dans les pays développés. Donc il est vraiment très gros, c'est pour ça que les Suisses ont fait ça. Et cet écart-là, il n'a pas bougé du tout. Donc les Suisses, une sorte de miracle qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avec leur dispositif, ils ont réussi à réduire un écart qu'on appelle souvent injustifié, c'est-à-dire une fois qu'on a pris des gens qui sont pareils, mais pas l'écart brut. Alors, c'est pas facile de savoir exactement pourquoi, mais... C'est pas lié à la division sexuée du travail qui ferait qu'il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel. Si, c'est ça. Ou qu'il y a beaucoup plus de spécialisation en fonction du genre. C'est une explication possible et aussi liée à ces variables qu'on met pour contrôler les écarts. Le choix de l'indicateur. Voilà, le niveau hiérarchique, le fait de prendre des gens qui sont le même niveau hiérarchique, qui font la même complexité des tâches. Et peut-être les employeurs ont pu jouer là-dessus et ils ont un petit peu bidouillé leurs statistiques pour dire en fait, Madame Y est moins bien payée que Monsieur X. Je vais considérer qu'elle fait une tâche d'une complexité moindre et comme ça me permet de justifier un écart de salaire par des différences que moi, employeur, je décrète de complexité des tâches ou de niveau hiérarchique. Cet exemple, je le donne parce qu'il permet d'illustrer la difficulté à mesurer ces écarts et comment on le fait. Parce qu'une grande partie des écarts vient du fait qu'il y a des différences de promotion fortes entre femmes et hommes et que, in fine, les emplois, les niveaux hiérarchiques des hommes et des femmes dans les entreprises sont différents. Donc, si on utilise une méthode qui contrôle de ces différences, qui est totalement statique, en fait. Qui est statique. Je crois qu'il y a l'exemple du Danemark aussi, rapidement. Vous avez d'autres exemples ou c'est la Suisse, pour vous, qui vous paraît le plus... Ça, c'est un exemple de la façon dont les employeurs peuvent obtenir un blanc-seing en se jouant un petit peu du système et de la manière de calculer les écarts. Le Danemark, c'est la transparence. C'est haute méthode, on publie les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et là, on voit aussi que ça a eu des effets. Donc, c'est plutôt encourageant. On a publication par groupe de salariés dans l'entreprise, suivant le niveau de diplôme, etc., des écarts. Et ce n'est pas des effets qui sont massifs, mais il y a des effets quand même de réduction. Donc, la transparence, ça marche un peu. Voilà. Donc, le choix de la mesure et la transparence. Brigitte Grésy. Alors, cette réforme, toute neuve, en quoi consiste-t-elle? Alors, elle est... je crois qu'il faut peut-être fermer là-bas. Oui, pardon. Voilà, merci. Effectivement, on avait réfléchi sur la base du logiciel Logi, parce qu'on est un certain nombre de complices du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle à cette table, dont je suis la secrétaire générale. On avait réfléchi sur ce logiciel Logi qui n'a pas été repris par l'équipe qui a fait l'index, parce que ça leur semblait trop compliqué. Ils ont cherché, je crois, à mettre un certain nombre d'indicateurs qui sont facilement mobilisables et que l'on peut trouver dans la base de données économiques et sociales, la fameuse BDES, dont on parle beaucoup. Qui est mise à disposition des élus du personnel, qui doit être mise à disposition des élus du personnel dans toutes les entreprises et qui récapitule un certain nombre d'informations économiques et sociales. Dont des informations sur l'égalité professionnelle. Alors, cet index, il est composé de 5 indicateurs et il est composé sur une base 100. On a un premier indicateur, c'est sur les écarts de rémunération par catégorie socio-professionnelle ou par coefficient lié au système de classification. Et on prend la rémunération de base, variable, les primes individuelles et les avantages en nature. On donc pas les primes d'intéressement. Pas tout, parce qu'on ne prend pas les primes d'intéressement. Oui, mais les primes d'intéressement, c'est pas... Oui, d'accord. Enfin, c'est une rémunération un peu différente. Absolument. Donc, c'est tout le salaire, tous les éléments de salaire. Ça, c'est donc sur 40 points. Ensuite, on a un deuxième indicateur sur 20 points, c'est les écarts de répartition des augmentations, en dehors donc des promotions. Ensuite, un indicateur sur 15 points, c'est les écarts de répartition des promotions. Un autre indicateur sur 15 points, c'est le pourcentage de femmes salariées augmentées
au retour d'un congé de maternité sur 15 points, mais c'était une disposition législative de la loi de 2006 où à leur retour de congé de maternité, les femmes devaient bénéficier de la moyenne des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles. Là, on ne parle pas du montant de l'augmentation, mais simplement du fait qu'elles sont augmentées ou pas. Et enfin, le nombre de femmes ou d'hommes, en tout cas du sexe sous-représenté, dans les 10 plus hautes rémunérations sur 10. On a donc 5 indicateurs, et avec, pour l'indicateur numéro 1, c'est-à-dire les écarts de rémunération, un écart, un seuil de ce que nous appelé de pertinence, qui est de 5 points, c'est-à-dire si j'ai 15 points d'écart de rémunération, j'enlève 5, il ne me reste plus que 10, et le motif invoqué, c'est que, comme c'est par classe d'âge, et qu'il n'y a que 4 classes d'âge, avant 30, 30 à 40, 40, 50 et 50 et plus, eh bien, si on prend des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont 41 ans et d'autres qui ont 49 ans, eh bien, il y a un écart très large, éventuellement lié à leur promotion et à leur augmentation de salaire, et que eh bien, ce seuil de pertinence permet peut-être de réguler ça, sachant que lorsque c'est des catégories socioprofessionnelles, donc des mailles très larges, on a 5 points de pertinence, et lorsque c'est les cotations, les référentiels métiers, on n'a que 2 points. Alors, simplement quelques résultats. Au 5 mars 2019, parce que les entreprises de plus de 1000 salariés devaient rendre leurs notes. Alors, si on a 75 points et plus, on est bon. Sur 100. Sur 100. Si on a moins de 75 points, on doit à ce moment-là, dans les 3 ans à venir, récupérer l'écart, c'est-à-dire travailler à mettre en place des mesures pour avoir les 75 points. On a éventuellement une année supplémentaire, mais on a donc 3 ans. Et si, au bout de 3 ans, on n'a pas une note supérieure à 75, alors il y a une sanction qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. De même, si l'index n'est pas publié sur le site de l'entreprise, alors il y a une sanction pour non-transparence annuelle qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Et, mais j'en reparlerai dans le débat, il y a toujours l'autre sanction, mais j'en reparlerai. Donc, les résultats. 1460 entreprises en France de plus de 1000 salariés. Le 5 mars, 732 avaient répondu, c'est-à-dire à peu près la moitié, pour 3 millions de salariés. Aujourd'hui, je pense qu'ils en sont à près de 900. Donc, je n'ai pas les derniers. Ça ne va pas très vite en même temps. Alors, sur l'indice numéro 1, c'est-à-dire les écarts de rémunération, la note moyenne est de 37 sur 40. Sur l'indice numéro 2, sur les augmentations, de 18 sur 20. Sur la note numéro 3, les promotions, c'est de 14 sur 15. Et sur la dernière note, c'est 3 sur 10. C'est-à-dire que là, la note est assez catastrophique dans l'ensemble des entreprises. On a 50% des entreprises qui ont 0 pour l'indicateur 5, c'est-à-dire au moins 4 femmes dans les plus hautes rémunérations. On a seulement 16% des entreprises qui ont 10 sur 10, c'est-à-dire au moins 4 femmes. Et puis, on a sur l'ensemble seulement 16% des entreprises qui ont moins de 75 points, donc qui sont dans le collimateur. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des entreprises comme la Maïf, LVMH qui ont 99 sur 100. Il y a les grandes entreprises qui ont donc vraiment des services qui sont capables de calculer ces indicateurs et de bonne façon. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que les résultats sont assez bons dans ce premier round, et je suppose que c'est ça qui va faire l'objet peut-être d'un débat. En fait, l'un des sujets, on l'a vu sur la Suisse, c'est le choix même du thermomètre. Donc, le premier débat que peut susciter la publication de cet index, c'est ce sujet-là. Est-ce que, je pense que tout le monde s'accorde à dire que le fait d'identifier le phénomène et d'essayer de le quantifier est plutôt une avancée. La question est-ce que le choix du thermomètre est judicieux ? Et je pense qu'on peut peut-être commencer. Thomas Breda, on va peut-être faire la table dans ce sens-là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je ne connaissais pas les chiffres, et là, c'est un vrai choc de les découvrir. En tant que chercheur, on a accès, nous, à des données sur les rémunérations des salariés des entreprises. Alors, j'avais essayé à un moment de faire des calculs pour voir, moi, combien je trouvais d'entreprises dans mon coin, combien je trouvais d'entreprises qui avaient des écarts hommes-femmes de plus de 5%, de plus de 10%.
Alors là j'entends 37 sur 40, c'est la note moyenne des entreprises juste sur les écarts de rémunération. Moi, quand je regardais, je trouvais qu'il y avait plus de la moitié des entreprises qui avaient des gros écarts, quoi, hein. L'écart moyen, il est de 10% quand on met tous les contrôles qu'on est censé avoir dans la méthode. Donc là, les chiffres qui sont donnés ici ne correspondent pas du tout au bilan que font les chercheurs de ces inégalités dans les entreprises. Donc c'est quand même une assez mauvaise nouvelle. Sachant que c'est la moitié des entreprises qui ont répondu, et qu'on peut penser que les plus vertueuses ont proportionnellement plus répondu. On peut même penser que les vertueuses ont toutes répondu et soupçonner l'autre moitié d'être les mauvais élèves. Ouais, mais enfin, quand même, elles sont quasiment parfaites, excusez. Effectivement, la note sur le salaire, je pense que ce serait intéressant d'en discuter. Et la note sur le salaire, il y a un enjeu aussi de connaissance des détails, notamment par les élus du personnel. Il va sans doute y avoir une intense réflexion dans un certain nombre d'entreprises avec des demandes de détails pour comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Mais continuons donc. Vous êtes très surpris et vous... Et très inquiet. C'est-à-dire que, bon, après, moi, j'avais essayé de militer un peu pour qu'il y ait une méthode différente que celle qui a finalement été adoptée, parce que le gros problème, c'est le manque de transparence. Plus on a un index compliqué qui regroupe plein de facteurs, plus les entreprises peuvent ajuster d'une certaine manière, plus il y a d'arbitraire dans le calcul, et on voit bien que quand on fait des statistiques simples, avec des calculs simples, de manière indépendante comme chercheur, on ne trouve pas du tout ça, quoi. On trouve un constat qui est bien plus négatif. Donc là, les entreprises apparaissent très vertueuses, alors que très, très franchement, beaucoup d'entre elles ne le sont pas. Même, à mon avis, c'est peut-être un peu tôt pour tirer des constats globaux, parce qu'effectivement, la moitié n'ont pas répondu, mais c'est quand même surprenant. Quoi, à un premier abord. Hélène Périvier. Votre commentaire. Moi, je suis assez d'accord avec Thomas Breda sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a un tel écart entre ces premières notes qui sortent de cette méthode et ce que l'on trouve en général, qu'on peut s'interroger. Alors, effectivement, on peut toujours dire c'est quand même bien d'essayer de mesurer, d'obliger à la mesure. La question, c'est qui doit faire cette évaluation. Et là, Thomas a fait, a juste brièvement évoqué ce pourquoi il avait milité, mais il y avait aussi la question de dire, c'est peut-être pas aux entreprises elles-mêmes de regarder et de mesurer et d'analyser ces écarts de salaire, parce qu'ils sont un peu jugés partis aussi. Donc peut-être une agence qui pourrait récupérer les données et faire ce diagnostic qui permettrait d'avoir un diagnostic totalement impartial pourrait permettre d'obtenir des résultats différents. Parce qu'effectivement, on voit bien ce qui se passe dans les grosses entreprises. Les services de ressources humaines sont mobilisés et d'ailleurs sont souvent très en colère parce que ça leur donne beaucoup de travail, et ce qui est exact, hein, beaucoup de travail, pour essayer de montrer avec une pression assez forte qu'ils ne s'en sortent pas si mal. Et in fine, voilà, on peut un peu manipuler les choses, ou en tout cas faire en sorte de classer les individus pour qu'on n'apparaisse pas aussi inégalitaire. Parce que là, effectivement, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, évidemment, il y a le biais de sélection. Il est possible que les entreprises qui aient répondu soient les plus vertueuses. Néanmoins, quand même, ça semble un tout petit peu, en tout cas, pas trop crédible. Le petit danger aussi de cette façon de classer les entreprises, c'est que derrière la question collective des inégalités de salaire, il y a aussi une question individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont poursuivre leur employeur pour discrimination, et c'est parfois bien légitime. Et il est possible que devant le juge, alors les juristes en parleraient très bien, mais il est possible que devant le juge, l'entreprise puisse dire « Non mais attendez, moi j'ai combien 37 sur 40 à l'indicateur, donc on ne peut quand même pas m'accuser d'être discriminatoire ou d'avoir des procédures inégalitaires. » Et le juge peut utiliser cette espèce d'indicateur comme dire « Ah oui, c'est vrai que là, quand même, on est sur une entreprise qui est très bien notée, ce qui n'empêche qu'elle peut forcément discriminer une personne dans un contexte particulier. » Ça, les juristes, notamment Annie Ginter, l'avaient bien montré, une manipulation des labels ou de ce genre alors là, c'est plus qu'un label parce que c'est une obligation, donc c'est plus que ça, mais quand même, il peut y avoir aussi dans le traitement juridique des cas de discrimination une utilisation de ce type d'information qui desservent la façon dont la justice peut effectivement être rendue pour lutter contre les discriminations auxquelles des femmes et puis d'autres catégories de salariés peuvent subir dans leur entreprise. Anne Boring, vous êtes surprise aussi ou pas ? Alors, en fait, je pense que tout dépend de la façon dont les entreprises entendent à poste égal.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à mesurer, parce que quand on commence à regarder dans le détail des entreprises, et je dis ça aussi pour avoir fait moi-même des études au sein d'entreprises sur les inégalités salariales, le contenu du poste, finalement, chaque poste est quand même plus ou moins unique. Et donc, il est tout à fait possible, en effet, que les entreprises, lorsqu'elles sont en train de faire le calcul elles-mêmes, créent un peu des catégories par type de poste, et donc, du coup, ne mesurent pas réellement les inégalités salariales à poste égal. Donc là, je serais curieuse de voir ce que les audits vont donner, parce que justement, il y a des audits prévus, corrige-moi Brigitte, mais justement pour ces entreprises, justement pour contrôler derrière que ce qu'elles ont dit n'était pas, voilà, c'était pas n'importe quoi. Je pense qu'il y a peut-être un côté un peu... Alors, un élément un peu positif, je pense, de ce type de mesure, c'est que ça rend la grille salariale quand même un peu plus visible, un peu plus légitime auprès des entreprises, et on constate quand même que les inégalités salariales ont tendance à être moindres lorsqu'il y a des grilles de salaire au sein d'une entreprise. L'autre point positif, c'est que ça va... C'est toujours c'est toujours un peu risqué pour une entreprise de se montrer vertueuse, et si ce n'est pas le cas, parce que après les salariés vont quand même parler entre eux, et on peut espérer que si c'est faux, ça crée un peu des mini-révoltes et ça augmente le pouvoir de négociation quand même au sein des entreprises. Par ailleurs, c'est à mon avis une idée quand même qui se rapproche pas mal de comment est-ce qu'on pourrait, alors c'est pas une politique de quota, mais quand même il peut y avoir des effets positifs qui sont similaires, dans le sens où on se dit en tant que femme, si je veux avoir accès à une carrière qui me plaît dans un certain domaine, peut-être que je vais quand même investir l'effort nécessaire pour y arriver, si je pense que réellement je vais pouvoir y arriver. Et je pense que ce type de loi peut avoir quand même des effets positifs, mais évidemment voilà, faut pas que ce soit un énième label qui au final ne sert que comme ouais, enfin un peu comme pour faire du gender washing de la part des entreprises, c'est-à-dire qu'elles se donnent une bonne image d'égalité professionnelle, alors que dans les faits ce n'est pas le cas. Mais je pense quand même que plus il y a d'éléments, si c'est faux, plus ça va donner de pouvoir de négociation aux salariés. Brigitte Grésy. Oui, alors la première chose, c'est que c'est work in progress, c'est-à-dire que cet index a été livré tel quel. Il a été fait dans un premier temps pour les grandes entreprises qui avaient les moyens de faire vite, mais un bilan est prévu et c'est très important parce que le nombre de lois qui ne sont ni contrôlées ni évaluées, c'est vraiment pléthore. Et là, il y a un bilan qui va être fait par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle en novembre prochain. Donc nous sommes, nous, responsables de ce bilan. Et ce bilan sera fait après la deuxième vague, c'est-à-dire la première vague, c'était les plus de 1000. La deuxième vague, au 1er septembre, c'est les entreprises de 250 à 1000. Et puis la troisième vague, au 1er mars prochain, de 50 à 250. C'est-à-dire que les biais de sélection qu'on peut sans doute constater aujourd'hui avec ces premiers résultats vont disparaître parce qu'on va aller du côté aussi des PME, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir peut-être des données plus brutes, hein, moins de facilité pour éventuellement travailler les données. Donc, autrement dit, on a un bilan. Et si le bilan dit que eh bien, ça masque les choses plutôt que ça les met en visibilité, je pense qu'il y aura des ajustements à faire. La deuxième chose, et je rejoins ce qui a été dit là, c'est que je pense que mettre en tension les organisations sur une logique de comptage, c'est fondamental. Parce que l'égalité, ça se compte. La seule façon que l'on a de faire avancer l'égalité, de montrer qu'il y a des inégalités, c'est de compter. Or, tous les accords égalité que moi j'ai pu analyser, franchement, c'était très rare qu'on ait un bon accord égalité. En général, on disait « Ah, je vais faire mes meilleurs efforts pour diminuer les écarts de rémunération. » Voilà, je peux citer l'exemple des Échos. Bon, voilà. Nous avons eu un accord égalité qui, comme dans beaucoup d'entreprises, était sans grand contenu. Voilà. Et là, il se trouve qu'on vient de négocier un avenant avec, face aux difficultés à féminiser la direction du journal, avec des objectifs qui sont désormais des objectifs chiffrés, et on espère que ce sera plus efficace. Donc voilà, mettre une logique de comptage, je trouve ça extrêmement important, parce qu'elle n'existait pas. Ensuite, on a quand même, et ça c'est important aussi,
alors, ils ont voulu mettre des données faciles d'accès, mais on a une approche systémique. C'est-à-dire, pour un employeur, dire que ce n'est pas seulement l'écart de rémunération à un instant T, mais c'est aussi la promotion, où on met un petit peu de film, c'est aussi les augmentations, c'est aussi la maternité. Parce que je peux vous dire, s'il y a un élément qui n'est pas du tout intégré dans la tête des employeurs, que la parentalité au travail est quand même un élément à prendre en compte, eh bien voilà, c'est bien celui-là. Donc on met la maternité, et puis on met le plafond de verre. Donc on a quand même une approche systémique qui est intéressante, avec une logique d'acteur. Et le dernier point, qui me semble essentiel, c'est que dans les contrôles qui vont être faits, il faut absolument jouxter cette logique cette obligation de résultat au maintien de l'obligation de moyens. C'est-à-dire cette logique de résultat, elle n'a pas gommé les autres types d'accords. Les entreprises doivent toutes négocier un accord sur l'égalité professionnelle au sens large, et ça prend en compte le temps partiel, la mixité, ça prend en compte tous les domaines qu'on a évoqués. Et donc, il y a toujours la sanction, c'est-à-dire on peut avoir quelqu'un qui a un très bel index, et puis on regarde son accord n'est pas bon, ou alors il n'y a pas d'accord, il se dit oh, j'ai fait mon index, j'ai pas d'accord, sanction qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc jouxter les deux, obligation de résultat et obligation de moyens. Obligation de résultat, je me mets en tension, je compte, je me dis que ce n'est pas seulement les écarts de rému, c'est toute une série de choses, etc., avec une nouvelle logique d'acteur. Et moi, je fais confiance aux partenaires sociaux pour bien aller regarder aussi. Donc il va y avoir une logique de négociation plus forte que ce qui était actuellement. Et en jouxtant avec l'autre négociation, je pense que c'est intéressant. Le problème, évidemment, c'est que la majorité des index ont été faits sur la base des catégories des CSP et non pas de la cotation des emplois. Et la cotation Alors des la différence, peut-être, il faut l'expliquer. Oui, je vais l'expliquer, c'est-à-dire que dans un cas ouvriers, employés, donc c'est des grosses mailles, cadres, non cadres, ça c'est les catégories socio-professionnelles. On mélange tout et on divise en quatre, quoi. On prend par tranche d'âge. Hein. En revanche, si on prend la cotation des emplois, on ne prend pas des métiers, on prend des emplois repères et on essaye d'utiliser les compétences qui vont pour des emplois repères. Donc on a une transversalité et donc on a une approche du travail de valeur égale. Mais là, majoritairement, c'est la CSP qui a été prise en compte. Et on aurait espéré que ce soit un peu la cotation. On a très peu de temps. On a commencé en retard. Je tiens à faire une réclamation. Mais du coup, on a très peu de temps pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? On peut en prendre peut-être une ou deux. Oui, mademoiselle? Madame, pardon. Je répéterai éventuellement. Ma question, elle portait un peu sur l'éducation et les mécanismes de reproduction notamment. Comment on peut, à travers les représentations qui sont faites dans la société et via l'école, éviter l'autocensure des filles. En l'occurrence, vous parliez de l'orientation professionnelle qui était un tournant à ce niveau-là, pour éviter les répercussions dans le monde du travail qui sont juste le reflet de tout ce qui s'est passé dans l'enfance et de la sous-catégorie femmes en général. Alors, Anne va répondre, mais je veux juste dire, parce que moi c'est un terme maintenant que j'entends partout, l'autocensure, alors peut-être qu'avec Anne on va en discuter, mais l'autocensure, pour moi, c'est un concept de paresse intellectuelle. Ce n'est rien l'autocensure. Personne ne s'autocensure si c'est quelque chose qui vous semble bon, ou alors on ne croit absolument pas à la rationalité dans sa dimension minimale. S'il y a il y a des préférences socialement construites, Anne va en reparler, ça oui, du fait des normes de genre. Individuellement. Mais du fait des normes de genre et des normes éducatives que vous avez très bien soulevées. Et il y a aussi une très grande difficulté pour les filles, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, quand on voit comment elles sont traitées dans les écoles d'ingénieurs. Il y a énormément de cas, par exemple, les filles à Polytechnique, elles racontent leur expérience. Il faut avoir du cran pour aller à Polytechnique quand on est une fille aujourd'hui. 15% de filles à Polytechnique, ce n'est pas de l'autocensure, c'est juste que c'est beaucoup plus dur pour elles de poursuivre leurs études. Je ne parle pas de l'aventure de Saint-Cyr d'il y a 1 an et demi. Donc, cette autocensure, c'est pas ça, c'est juste, il y a des processus de discrimination et de violence qui sont faits à l'encontre des filles dans les filières de garçons, ce qui n'est pas le cas des garçons qui vont dans les filières de filles, je tiens à le dire.
Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a quand même, effectivement, et Anne va en parler beaucoup mieux que moi, une question de préférence socialement construite. Oui, comme on n'éduque pas les filles comme les garçons, elles ne vont pas avoir exactement les mêmes aspirations. Mais je laisse Anne compléter. Oui, donc un élément. Alors déjà, peut-être, je vais vous poser la question dans le graphique que je vais vous montrer. Qui d'entre vous avait conscience, justement, que, comme vous êtes pour beaucoup au lycée, qui parmi vous avait conscience de ces inégalités salariales à la sortie en fonction des filières d'études? Levez les mains. Voilà. Allez, moi je lève les deux, donc allez-y. Ceux qui avaient conscience. Ceux qui avaient conscience, juste. Hein. Alors, merci. On va dire. Non, mais c'est pas une raison pour bavarder quand même. Donc, on va dire que ça fait un gros tiers, la moitié d'entre vous, mais normalement, vous devriez tous le savoir. C'est-à-dire que vous avez fait vos choix d'études. Alors, évidemment, en fonction de vos goûts pour les disciplines, mais aussi, on fait des études aussi pour avoir un métier. Donc ça, le problème de l'information est fondamental. Le problème d'information aussi en fonction des classes sociales et qui a accès à l'information est aussi fondamental. Et là, on a des croisements sur le genre. Donc voilà. Et donc ça, c'est un élément très important. De quelles informations dispose-t-on lorsque l'on fait ses choix? Ensuite, il y a une autre étude dont je vais parler qui regarde les biais implicites des enseignants. Et là aussi, ça joue, c'est-à-dire que les enseignants qui considèrent que les femmes sont moins bonnes un peu en maths et que ce n'est pas une discipline de femmes, ils ont tendance justement à moins encourager les filles à aller vers les maths. Et c'est une accumulation de tous ces facteurs-là qui jouent. Donc prendre conscience des biais et prendre conscience que la façon dont on vous traite n'est pas forcément le reflet de vous-même, mais le reflet de la personne qui est en train de vous traiter. Donc justement, les biais des enseignants peuvent vous donner moins confiance en vous, et c'est pour ça qu'on parle d'autocensure. Mais c'est pas que vous n'avez pas confiance en vous, c'est qu'on vous a aussi donné moins confiance en vous. Donc ça, c'est encore, voilà, c'est un chantier ouvert. Juste pour compléter, parce que quand vous allez, par exemple, c'est une question très intéressante, quand vous allez dans ce qu'on appelle les collèges de femmes aux États-Unis, donc il y en a très prestigieux, par exemple le Wellesley College, j'y suis allée il y a 18 mois. Il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes, c'est les 3 premières années universitaires. Vous avez femmes étudiantes ou des femmes enseignants et étudiants? Non, il y a des enseignants hommes et femmes, mais ce ne sont que des étudiantes. Vous allez dans ces couloirs, vous avez des portraits de femmes, physiciennes, chimistes, astrophysiciennes, économistes. Elles ont fini leur master à Harvard. Par exemple, Madeleine Albright sort de ce Wellesley College, Hillary Clinton. C'est juste pour vous dire qu'il y a aussi une question de normes de genre qui est extrêmement violente pour les choix des filles et des garçons, mais il se trouve que pour les filles, ça leur ferme la porte des choix qui sont ceux qui mènent au poste de pouvoir, que ce soit un pouvoir politique, un pouvoir économique ou même un pouvoir dans la création artistique, etc. Et c'est très impressionnant de voir potentiellement, et je ne sais pas quelle solution on pourrait apporter, mais un effet pervers de la mixité, c'est celui-là, c'est que ça réactive dans certains contextes les normes de genre. Je ne sais pas quelle réponse on peut apporter, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ségréguer l'éducation supérieure, je suis juste en train de dire qu'il y a des effets que nous ne maîtrisons pas et qui sont extrêmement forts pour les choix d'éducation des individus. Brigitte Grésy, une phrase. Oui, juste pour souligner qu'au-delà des préférences socialement construites, il y a des phénomènes de sexisme avérés dans des lieux où il y a des filles sur les filières majoritairement masculines ou les métiers majoritairement masculins. Au Québec, ils ont fait des analyses. Ce n'est pas tellement l'entrée dans l'emploi qui est le problème, c'est le maintien dans l'emploi. 40% des femmes qui vont dans des filières majoritairement masculines, genre informatique, partent au bout de 2 ans parce que simplement la vie n'est pas possible. Donc ça, c'est très important de souligner le sexisme au travail. Sur cette note d'optimisme, mais pas que tout de même, parce que le fait d'identifier un problème, ça permet de le résoudre. Le sondage, c'est pas grave, mais il y a un élément du sondage qui est très intéressant. Et qui dit que 47% des personnes interrogées pensent qu'on n'arrivera jamais à l'égalité femmes-hommes. Et je crois que ceux qui pensent qu'on y arrivera donnent un délai de quelque chose comme 19 ans, c'est ça? 20 ans? C'est ça. Donc, on va essayer de faire mentir le sondage.
Résultat du sondage de début mars, OpinionWay pour le printemps de l'économie sur les Français et comment ils se représentent, l'évolution, les mutations du travail dans 20 ans. À la question « Dans combien d'années pensez-vous qu'à travail égal, poste identique, temps de travail, les hommes et les femmes seront autant payés ?» 47% des Français répondent « jamais ». Et si on retire les 3% qui répondent « ne sais pas », il en reste donc quand même 50% qui pensent qu'à terme, cela va arriver, 5% d'ici moins de 5 ans, 8% entre 5 et 9 ans, 16% entre 10 et 14 ans, 5% entre 15 et 19 ans, 7% d'ici 20 à 24 ans, et 9%, il faudra plus de 25 ans, ce qui fait donc une moyenne de 19 ans. 50% des Français pensent donc qu'en moyenne, dans 19 ans, les femmes seront autant payées que les hommes. 47% pensent que cela n'arrivera jamais. Je ne peux pas clôturer cette table ronde sans rebondir tout de même, en souhaitant qu'il s'agit d'une photographie à l'instant T, et que, y compris nos générations qui sont déjà au travail, mais les futures générations, on compte dessus pour faire mentir le sondage ou bien pour que dans 1 an ou 2 ans, les résultats en soient différents. Ce qui est certain, c'est que par exemple aux Échos, nous les femmes avons mené et menons une lutte. On a fait une grève des signatures en 2013 pour pouvoir obtenir la parité dans la direction de la rédaction. C'est pas gagné, mais c'est en cours. On a obtenu des engagements au départ non chiffrés qui font qu'on est 56% de femmes journalistes et 26% seulement dans la direction de la rédaction. C'était 0 en 2013. Donc on est content, on a avancé. L'objectif, c'est dans 5 ans, 50%. Je n'ose vous donner rendez-vous dans 5 ans parce que j'espère bien que ce sera avant.